C'est vraiment une idéologie qui transcende l'individu. Voilà, ça aussi, ça pourrait être intéressant. C'est pas une idéologie que l'individu s'approprie uniquement pour lui. Il adhère plutôt à une idéologie qui soit celle d'un groupe, voire d'un État, voire de quelque chose qui... Et c'est pour ça que cette idéologie répondant à une logique d'État, en gros, s'attaque à l'État adverse. Et qu'on rentre dans une dimension terroriste. Et c'est, encore une fois, Mohamed Merah était très bon pour ça, c'est un très bon exemple, parce qu'on démarre sur quelque chose qui aurait pu être du droit commun, une vengeance voilà, entre quelqu'un, une représaille, ou alors effectivement on passe sur quelque chose qui n'a plus rien à voir et qui répond effectivement à une idéologie, là, Dieu, vue par Mohamed Merah. On voit par exemple en Syrie, quand Daesh fait la guerre, ils utilisent les mêmes moyens que les autres belligérants. Et Daesh va dire voilà, toi tu es terroriste, et du côté de Damas, on va dire vous violez le droit international humanitaire, donc c'est le génocide, le crime de guerre contre l'humanité. C'est le beau jeu, voilà. Ce qui est vrai, c'est que vient un moment, un peu comme on le disait l'autre jour, dans une lutte. Il y a quelqu'un qui vous provoque, et puis vous répondez. Par une autre insulte, puis l'autre insulte, ça fait l'adjectif, vous donne un coup de poing, alors vous dites un coup de poing, ben allez voir. Je vous disais déjà l'autre jour, la justice en général française, en tout cas, fait du 50-50 dans ces cas-là. Parce qu'on ne sait pas trop, au bout du compte, qui est l'agresseur et qui est la victime. Dès lors que vous avez répondu, vous êtes devenu agresseur. Bon. Et donc, c'est vrai que dans ce genre de situation, à l'échelle maintenant de deux États, même s'il y a Daesh qui lance un attentat et puis il y a un autre État qui répond, dans la logique de Daesh, j'insiste bien, dans la logique de Daesh, ça peut être vu comme, voilà, ils sont victimes d'une agression. Et donc, là, celui qui a fait un acte terroriste en nous lançant des bombes, enfin, celui qui nous a lancé des bombes, plutôt, est vu comme un acte terroriste vu par Daesh. C'est pas vu comme un acte de légitime autorité ou recours à la force en réponse à une agression étatique. C'est surtout la qualification qui est très intéressante parce que, disons par exemple, l'État de Damas, il a ce bombe quelque part. On va dire voilà, toi, tu as tué une personne, mais ces actes seront qualifiés de crimes de guerre. Ouais. Mais si Daesh fait la même chose, on veut c'est terrorisme. Donc en ce moment-là, il faut que nous arrivions à comprendre que la définition mais il n'existe pas une définition plus il n'existe pas une définition. Oui, mais on peut quand même cerner. On peut quand même s'approcher de dire que la définition de l'acte terroriste est influencée par le système juridique interne. En ce sens où, pendant cette action, quand vous posez l'acte, pour l'autre, ça constitue peut-être des menaces dans la nation, mais pour l'autre, c'est un exploit. Pour l'autre, c'est un exploit. Au point de vue du système juridique de A qui a lancé la bombe, pour lui, c'est un exploit, mais celui qui subit, il constate, il considère que c'est une agression, c'est un acte antiterroriste. Donc, on peut être amené à comprendre et à définir que la définition du terrorisme est influencée par le système juridique interne. Soyons clairs. Il y a, quoi qu'il arrive dans une guerre, des ennemis de part et d'autre. Donc c'est déjà compliqué de parler du gentil terroriste et du méchant terroriste, parce que les deux font la guerre de toute façon. Vous voyez, c'est un peu compliqué, là je suis bien d'accord avec vous. Maintenant, si on va sur le terrain de Daesh, il me semble pouvoir dire que jamais la France n'est allée bombarder Daesh au début. C'est-à-dire que qui a commencé à foutre le bordel, c'est eux quand même. C'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, on n'est pas allé les chercher sur leur territoire en lançant des bombes sur eux comme ça du jour au lendemain sans raison. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu forcément des attaques et on répond aux attaques. Voilà, c'est la légitime riposte dans ces cas-là. Maintenant, on peut avoir un raisonnement inverse en se disant mais pourquoi ils ont commencé? Pourquoi Daesh est né? Voilà, là ça devient intéressant. C'est-à-dire que Daesh n'est pas non plus par l'opération du Saint-Esprit parce qu'il y a quelqu'un un beau jour qui a envie de devenir une organisation terroriste. Peut-être qu'il y a des raisons tout autres qui sont plus traditionnelles, plus historiques, plus, voilà, où les Occidentaux, les États-Unis ou d'autres ont leur part de responsabilité, en tout cas, dans le processus par lequel Daesh est né, qui sait, à voir. Mais évidemment, si on voit ça comme ça, on se dit, bah alors oui, non, c'est pas Daesh qui a commencé le premier en tout cas,
Mais il y a quelque chose d'autre avant qui s'est passé, qui a créé Daesh en réaction, et puis évidemment, quand vient le moment où eux-mêmes réagissent légitimement à leurs yeux face à ce qu'ils ont peut-être subi avant, eh bien, ils agissent comme un acte de guerre en riposte avec les agressions dont ils se semblent avoir été les victimes. Imaginez que Daesh soit la France. Excusez-moi, hein, c'est une hypothèse d'avant d'école, mais imaginez que Daesh soit la France. La France, en général, ne tire pas à vue. Bon. Mais imaginons qu'on ait un mouvement extrémiste, on ne va pas le citer, ni de gauche ni de droite, mais extrémiste en France qui se développe et qui réagit par rapport à toutes les formes d'injustice que la France lui a pu lui faire subir. Bon. Quand tout à coup, ce mouvement extrémiste commence à déposer des bombes dans Paris, voilà, pour lutter contre le système, on a vu dans le révolutionnaire, qu'on a vu ce matin. Là, on va dire, ce mouvement extrémiste, de gauche ou de droite, peu importe, ce sont des terroristes. C'est l'État français qui va dire ça. Bien. Maintenant, là, c'est bien sûr à constater. Hein, l'action terroriste, il n'y a rien à dire. Ok, c'est un acte qualifié. Maintenant, on est dans une vision criminologique ou historique. Il y a forcément des causes. Et les causes, on les regarde. On se dit, si l'État français a, par exemple, je donne des exemples, commis du terrorisme d'État vis-à-vis du terrorisme donc réactionnaire, vis-à-vis du terrorisme donc, je sais pas moi, de domination tout simplement, donc pour essayer de squeezer ces gens-là. Auparavant, il y a donc une réaction de ces gens-là contre l'État français, qui n'aurait pas eu lieu si l'État français n'avait pas fait ce qu'il a fait avant. Vous connaissez un mouvement indépendantiste ou politique ou terroriste à fortiori qui naît sans cause. Vous croyez que je sais pas moi, ceux qui sont à Nouméa en leur temps, de Nouvelle-Calédonie, ils ont décidé d'être indépendantistes comme ça du jour au lendemain? Non. Ne pourrait-on pas, par exemple, penser, parmi tant d'autres exemples, c'est un exemple par exemple, qu'il existe des régions du monde qui ont voulu s'affranchir de l'esclavagisme, qui ont voulu s'affranchir du colonialisme, qui ont voulu s'affranchir d'une dépendance quelconque, idéologique, politique, économique, sociale, d'un pays qui soit la France ou l'Angleterre, si on va par exemple en Afrique. Vous me suivez? Donc, sans que ça devienne un terrorisme, on peut l'imaginer a fortiori. On a des États ou des organisations qui prennent leur indépendance parce qu'ils ont été dépendants. Tout simplement. Voilà. Si on les avait laissés libres, pourquoi voulez-vous qu'ils se mettent à en vouloir plus tout d'un coup? Ils vont juste construire, voilà, dans leur façon d'être, ce qui leur semble bon d'être une démocratie ou un mode de gouvernance satisfaisant. Mais s'ils veulent plus, s'ils veulent vraiment donc, se détacher, se libérer, excusez-moi, c'est un peu le terme, ils se libèrent de cette emprise ou de cette dépendance qui a lieu, même dans l'inconscient collectif. Je me souviens en Martinique, on s'en met que la Martinique était encore pire en Guadeloupe d'ailleurs. Ce sont des départements d'outre-mer dont on se souvient encore que, franchement, quand on connaît l'histoire de la Réunion, où on voulait développer du café, du cacao, n'importe quoi qui, bien sûr, enrichissait le blanc, et on utilisait le noir, venant d'Afrique, pour l'importer donc dans ces pays-là, et avoir de la main-d'œuvre bon marché dont on pouvait absolument tout faire, y compris à l'île de la Réunion, il faut quand même le savoir, viol en série des Français et des Britanniques sur les femmes réunionnaises, ou enfin devenues réunionnaises mais qui étaient africaines au départ, pour installer en quelque sorte les familles et les populations du blanc. Métissé, peu importe, mais on s'en fout, c'était de toute façon la nouvelle population qu'ils voulaient installer dans l'île. Et ça a commencé comme ça. Donc, quand on sait ça, je dis que moi j'ai envie d'être normal, j'ai envie de vivre ma vie normalement, j'ai envie de me détacher de tout ça, évidemment. Et si j'ai encore, même symboliquement, même juridiquement, et c'est voilà, le fait que je sois dans un département français,
il y a souvent, il peut y avoir en tout cas des inconscients collectifs qui se réveillent en disant ah oui, c'est bien gentil tout ça, mais oui, c'est vrai, on a de l'argent, on a un cadre juridique, c'est plutôt développé, il y a des avantages, ça c'est sûr, mais c'est une manière un peu soft, peut-être, à leurs yeux, de renouveler le colonialisme moderne. Oui, c'est plus tranquille, c'est plus. Voilà, c'est. Penseront certains. Tout ça pour dire que d'où que vienne une forme de domination d'État à État ou d'État sur sa population, eh bien disons qu'il ne faut pas s'étonner si ça dure trop longtemps, si ça marquait vraiment les esprits, qu'un beau jour, eh bien on est à un retour de bâton de ces gens-là. On est tous comptables devant Dieu et devant les hommes de ce qu'on fait. La Syrie. Paradis sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie à Daesh? Je vous laisse vraiment regarder des reportages magnifiques sur Arte, sur YouTube, qui montrent à quel point c'était particulier. Mais on verra ça. Pour l'instant, nous sommes dans l'introduction. C'est juste pour dire qu'il y a toujours des causes et des effets. Et qu'on ne vient pas Daesh non plus par hasard. Pour l'instant, je ne rentre pas dans les détails. Alors, quand même, puisqu'on est dans la sécurité nationale, il faut qu'on avance. Alors, le concept de nouveau de sécurité nationale est relativement flou. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas défini, mais il est quand même flou. Pourquoi? En général, le crime commun est exclu de la catégorie et considéré comme une responsabilité policière parce qu'il vise surtout les citoyens individuels. Ah, donc qui dit sécurité nationale concerne encore une fois l'État, la nation. Je ne dirais pas défense nationale. C'est pas uniquement l'individu pour l'individu. Donc finalement, vous avez un problème de voisinage avec votre foutu concierge à côté, là, et là, ça viendrait de la défense nationale. Non, on comprend évidemment que ça n'a pas de rapport. Il y a une autre dimension qui se joue. Par contre, à certains niveaux, le crime organisé, surtout s'il comporte des facettes transnationales, est inclus dans les menaces à la sécurité nationale par certaines agences de renseignement. C'est-à-dire que parfois, lorsque le crime organisé prend une telle ampleur qu'il gangrène le financement, qu'il en vienne à une certaine corruption, par exemple, des policiers, qu'il en vienne aussi à détourner le fisc, avec toute une série de rentrées qu'il devrait avoir, ben là, on comprend qu'on retombe de nouveau sur les intérêts de l'État. Il faut quand même que ça arrive à un certain niveau de gêne et d'atteinte à l'État. Même si en général la sécurité nationale suppose la présence d'activités transnationales, par exemple dans le cas de l'espionnage, cette présence n'est pas nécessaire. Par contre, on peut avoir une subversion interne. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'un autre pays, pour pouvoir mettre en cause la sécurité nationale. On peut bien sûr avoir des gens de l'intérieur qui font exactement la même chose. Bon. La stabilité du gouvernement est un aspect fondamental du concept de sécurité nationale. Ceci situe inévitablement ce dernier dans un contexte politique. Et oui, en fait, alors déjà je partirais de loin. Je dirais, les paroles passent, les écrits restent. On dit souvent aussi, les ministres passent, mais le gouvernement reste. Et on pourrait rajouter, donc, si ce n'est pas de la défense nationale, si, je dis bien, ce n'est pas une menace à la défense nationale, toute atteinte pourrait donc déranger, troubler l'ordre public, comme dit un procureur de la République, mais ne déstabilisera aucunement la fonction du procureur de la République, la gouvernance des gouvernements qui sont en poste, etc., etc. Le problème avec le terrorisme, c'est qu'on est bien dans un domaine qui porte atteinte à la sécurité nationale, ou à la défense nationale, puisque il en vient à, ici, porter atteinte à la stabilité politique. Pourquoi? Parce que quand on a un attentat du type Bataclan, tout est au rouge pour déstabiliser une population qui se sentira alors en insécurité et qui pourra remettre en question la fiabilité du système et donc de la politique menée en cours pour assurer la sécurité de toute la population. C'est ça qui est visé. Et on sent bien que finalement, si on n'était pas dans le domaine politique, et si on n'avait que la défense nationale, on pourrait lancer de temps à autre, et ce n'est pas le nombre
de criminalité qui manquent à l'année, dans différentes formes. Mais on pourrait voilà, lancer différents crimes, que l'État serait toujours en place. On pourrait le décrédibiliser, hein. On pourrait régler avec François Hollande et le code de popularité qui tombe quasiment à zéro. Ça, mais l'État est là. On ne pourra pas le déboulonner, ce type-là. Hein. Par contre, d'un point de vue politique, on sait bien que si on n'a pas une majorité au Parlement, on sait bien que si on n'a pas donc une bonne popularité normale, s'il n'y a pas une confiance réelle ou à minima entre la population et ses gouvernants, etc., ben, on va pas aller bien loin dans les réformes de l'État ou l'amélioration de cette gouvernance. Et c'est là où le terrorisme a toute sa marque. C'est comme si à un moment donné, un article de presse va sortir et va dénoncer le harcèlement sexuel. Vous imaginez aujourd'hui ce que ça devient, le harcèlement sexuel. Attention, faites gaffe. Hein. Ah, excuse-moi Audrey, harcèlement sexuel. Ah, j'étais un mon professeur, il m'a un jour dansé des bisous et... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'effet inverse, hein, l'excès inverse, qui est de prendre n'importe quoi comme sujet à déstabilisation. Voilà. Il faut aussi raison garder, droit préservé, respect mutuel évidemment appliqué, que tout se passe au mieux. Mais, voilà, le terrorisme veut que la sécurité nationale est entravée ou atteinte parce que, eh bien, on porte atteinte à la stabilité du gouvernement. C'est politique, cette histoire-là. Voilà. Ce n'est pas qu'institutionnel, parce qu'encore une fois, le président de la République et ses premiers ministres resteront en général. Mais si vraiment on a atteint un niveau critique de déstabilisation politique, alors on peut avoir limogeage, hein, démission peut-être d'un ministre, on peut avoir le vote de confiance au Parlement, on peut avoir voilà, une polémique. Vous savez, le poids de la polémique, vous vous rendez compte, ce pauvre mis en examen lors de la présidence, la campagne présidentielle, alors il est dans le privé maintenant, hein, mais et tant mieux s'il vit bien, il vit mieux maintenant. Mais enfin, l'enfer que ça a dû être pour lui. Vraiment, ça a été un truc... alors, soit vrai ou que ce soit faux, hein, je ne sais pas et je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je dis simplement que quand on a décidé de se faire quelqu'un par voie de presse, comme on a décidé de se faire un gouvernement par voie d'action terroriste majeure, c'est un vrai problème, c'est un vrai souci. Et il ne faut pas donc le sous-estimer en termes de déstabilisation politique. Mis à part les temps de guerre et les cas où elles se concrétisent, les menaces à la sécurité nationale sont surtout secrètes, clandestines. Nous sommes dans le monde des complots, des activités politiques cachées, dont certaines ont lieu à l'extérieur du pays, du recrutement et de l'organisation de groupes visant à déstabiliser le gouvernement, des infiltrations par des agents étrangers, etc. etc. Ah, d'accord. Et là, on voit bien que, si on comprend pour l'espionnage, des agents infiltrés comme ça, qui vont un petit peu prendre des informations que l'État adverse pourrait utiliser contre l'État français, imaginons. Mais c'est pareil pour Daesh, c'est pareil pour n'importe quelle action terroriste qui va infiltrer dans nos rangs de la population, et peut-être même plus, des personnes qui pourraient contourner le problème ou arriver totalement masquées, hein, parce que c'est presque l'espionnage terroriste quand on y pense parfois, avec des agents infiltrés, des cellules dormantes, c'est bien dire ce que ça veut dire, et parfois des loups solitaires qu'on ne voit absolument pas arriver. C'est absolument la même logique. Et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. On a trouvé quelqu'un qui était en plus fiché, qui venait d'Aesh et qui s'était recruté sur l'école de police nationale. Eh oui, hein, c'est... Il faut faire attention aux étudiants en criminologie. Hein. On ne sait jamais. C'est la raison pour laquelle, n'oublions jamais que les menaces à la stabilité du gouvernement couvrent la simple dissidence politique. La dissidence, c'est pas une remise en question du système. Il n'existe pas de standard objectif qui permette de placer une limite clairement reconnaissable entre la dissidence et la délinquance, entre le crime politique et le crime à motif politique. Mais bon, on appelle quand même souvent renseignement de sécurité les activités gouvernementales visant à contrer les menaces à la sécurité nationale. Renseignement de sécurité. Renseignement, pourquoi pas, donc criminel en vue de la sécurité
défense nationale, de la sécurité nationale. Vu les paragraphes précédents, il est évident que ces activités de renseignement sont également secrètes et politiques, tout comme les menaces qu'elles tentent de neutraliser. Haute police, police des activités politiques, renseignements généraux, puis des séries, puis les autres qui entrent en ligne de compte. Bah oui. Comment lutter contre un phénomène secret en ayant des moyens affichés? Paola. Je veux tout savoir sur Paola. Sur Paola? Pas de Alors, les là, moyens... non, pas là. Je peux le dire. C'est un exemple. Paola, c'est une étudiante. Mais, voilà, elle fait autre chose. Dans ce autre chose, personne n'en sait rien. Et moi-même, si j'allais dire, voilà, maintenant je prends à témoin tout le monde, voilà, qu'est-ce que vous faites Paola? Je ne le dirai pas. Si je dois savoir ce que fait Paola, il va falloir que je prenne des moyens secrets pour y parvenir. Si elle ne veut pas en parler, si elle ne veut pas prendre à témoin les autres gens, il n'y a que ce moyen-là pour tenter en tout cas de le savoir. Et ce serait extrêmement malvenu, vous voyez, maintenant que j'ai dit ça, alors que c'est pas vrai, hein, on est d'accord, Paola, c'est pas vrai. Mais si on est donc dans une logique où c'était vrai, bien, on comprend rapidement que ça serait vraiment maladroit de ma part de prendre à témoin tout le monde de manière publique, qu'elle aurait quelque chose à cacher, et en fait elle va se recroqueviller comme une huître, et j'en saurais encore moins qu'au début. Hein, et peut-être même avec un petit soupçon d'humiliation, ou un petit soupçon de... Il a déjà les yeux revolver, les éclairs, regardez pourquoi il a fait ça. Donc, non. Autant, puisqu'on est dans une action cellule dormant, secret, espionnage, il va y avoir des moyens tout aussi secrets. Alors, par exemple, les écoutes téléphoniques. On ne saura absolument rien, on saura tout. La surveillance, à son insu. L'espionnage donc par drone ou par satellite. Ou toute action, effectivement, à l'insu de l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive, effectivement, à faire la même chose que... Renforcement des moyens humains et matériels au sein des ministères de l'Intérieur, de la Défense, des Finances et des Justices. Depuis les projets de loi faits par le ministère de l'Intérieur, donc le ministre Bernard Cazeneuve, loi du 13 novembre 2014 dans la lutte justement contre le terrorisme, et qui vise justement sur 9 points. Par exemple, site internet, stop djihadisme, plan d'action pour lutter contre le financement du terrorisme, renseignement autorisé, ça veut dire autoriser les recours à des techniques, ce que vous avez dit maintenant, nouvelles autorisations.